Je voulais juste vous dire pourquoi j'avais eu envie d'écrire cette pièce qui se passe dans les années 50 aux États-Unis. À la base, donc il y a cette interview de Philippe Jordan dans un bouquin de Tavernier que j'aime beaucoup. Je suis passionné de cinéma et Tavernier en fait l'a interviewé. Et Philippe Jordan ne se doutait pas du tout parce qu'en fait personne ne se doutait, c'était difficilement imaginable. Truffaut évidemment avait dit que c'était une des grandes plumes d'Hollywood. Il y avait vraiment un consensus sur Philippe Jordan parce qu'il avait tellement de scénaristes qu'en fait il y avait des bons films dans le coup, donc il était devenu très connu. Et plus tard Tavernier ça a commencé à gratter, a découvert donc du coup cette existence de scénaristes fantômes et donc j'ai lu cette interview et ça m'a ouvert ça parce que moi je travaille dans ma compagnie, je travaille beaucoup sur l'idée de l'exclusion et sur l'idée de comment on exclut certaines personnes et aussi sur l'idée des monstres et des personnages méchants. J'ai travaillé sur Richard III, j'ai travaillé sur Caligula et donc j'ai une appétence, une envie intime de travailler sur et des gens exclus et des gens qui font n'importe quoi et qui sont horribles. Et donc là, j'avais un peu les deux dans cette histoire. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre du coup le prisme de la comédie pour parler de ça, parce que je trouvais que contrairement aux pièces fictionnelles que j'avais faites avant, le personnage n'était pas complexe. Et ça, c'est assez jouissif de jouer un personnage. Il est pas bête, mais il est pas complexe. Il veut de l'argent, il veut ça. Il n'y a pas de double. Non, c'est juste un type qui dit bon bah voilà, je vais copier et puis je vais faire ça et ça va marcher. Et ça me permet aussi de voir que certaines personnes qui ont le pouvoir, en ce moment évidemment aux États-Unis, on peut en parler, il y a ça, et c'est pas complexe en fait. Il y a une simplicité dans la méchanceté, dans la destruction. Ils se trouvent pas méchants, mais voilà. Donc ça m'a beaucoup excité. Après, je me suis beaucoup renseigné et j'ai piqué plein de trucs. En fait, j'ai copié la réalité au maximum. Tout est vrai, même la fin, la crise cardiaque de Nicolas Ray sur le tournage des 55 jours de Pékin, Ava Gardner défoncée dans le tournage, qui peut plus faire ses scènes. Voilà. La blouse, ça aussi c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc je voulais savoir, pour peut-être lancer une discussion, si déjà ça vous a parlé de parler des années 50, pour parler aussi évidemment d'aujourd'hui, de faire des ponts avec aujourd'hui, ce qui est le but. Moi je n'y ai pas pensé quand j'ai écrit parce que je trouvais que cette fable était édifiante en soi, mais je pense qu'on peut faire des ponts avec aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça vous a parlé, si quelqu'un veut prendre la parole, voilà. Je vais arrêter de parler, sinon je vais... Ou pas du tout d'ailleurs, vous pouvez dire non, moi je vois pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. On peut polémiquer. Okay. Bon, ça parle à personne. Non, plus c'est gros, plus ça passe, donc ça c'est sûr que ça fait bien l'effet. Et peut-être du coup, vu que tu as beaucoup parlé des personnages, donc tu t'es beaucoup inspiré d'interviews, Clem, tu as dû beaucoup plus l'inventer, vu que tu nous dis que tu n'as pas de traces. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as choisi de la mettre un peu dans la complicité Déjà parce que j'ai fait attention, parce qu'en fait c'est un milieu d'hommes, et en fait les femmes étaient là. Enfin, évidemment, à Hollywood il y avait plein de femmes, c'est juste qu'elles n'avaient pas le devant. Donc il y avait les stars qui faisaient, elles étaient belles, et voilà, il y avait certaines stars qui pouvaient avoir des rôles plus complexes, comme Joan Crawford qui est aussi dans la pièce. Mais sinon, il y avait plein de femmes et tout, mais à chaque fois qu'il y avait un poste important, évidemment c'était un homme. Et du coup, en me renseignant, j'ai trouvé ce personnage-là qui existait vraiment. J'avais peu d'infos sur lui, et en fait ça parlait de soi, c'est-à-dire que c'est un personnage complexe dans le sens où c'est quelqu'un qui accepte le deal de Philippe Jordan, c'est-à-dire je vais écrire pour toi parce qu'elle n'a pas le choix, et aussi parce que ça lui permet de pas forcément s'enrichir parce qu'elle a pas, mais de faire son métier, d'écrire vraiment et tout. Alors il y avait des scénaristes femmes à Hollywood, il y en avait quelques-unes, notamment la scénariste de Howard Hawks, enfin il y en avait plusieurs, mais c'était plus difficile évidemment. Et donc ça m'a intéressé de prendre ce personnage, et aussi pour lui rendre une certaine forme de justice. Évidemment c'est petit, c'est une pièce de théâtre en France, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même dégueulasse que le type en interview qui en parle, il dit je me souviens plus de son nom, ça faisait 20 ans et tout ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'en Espagne à la fin, il la croise et elle lui dit mais ça fait 20 ans que j'écris pour lui en fait. C'est genre vraiment... Donc ouais, c'était un axe. Et puis aussi dramaturgiquement parlant, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un, donc Lou, qui d'abord... Non, c'est pas... Oui, déjà c'est bien d'avoir une caution féminine. Non, mais d'avoir quelqu'un qui peut le faire parler, le pousser dans ses retranchements, aussi à des moments aller avec, parce qu'à la fin, je peux vous raconter la fin, ça, il faut voir le spectacle en entier pour raconter la fin, voilà. Mais il se passe des trucs à la fin, voilà. Il y a une vraie progression, en tout cas, ça
Moi, ce que ça m'a raconté sur aujourd'hui, c'est la différence entre être artiste et être commerçant. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est encore très très actuel. On connaît plein de gens super doués qui font des trucs géniaux et qui sont pas très forts pour en parler ou pour se vendre et du coup ça marche pas. Ouais. Ou ils font les choses pour eux ou pour un tout petit cercle et voilà. Et après, moi, le personnage que tu jouais, je trouvais j'ai bien aimé dans l'espèce de monologue un peu diatribe, je l'ai trouvé justement un peu complexe de dire oui mais moi je leur donne quand même la parole et tout. Ouais. Je trouvais ça intéressant en fait parce que c'est vrai que l'intermédiaire il a de ça aussi et C'est- c'est moche mais ça fait exister aussi quoi. Bien sûr, alors ça a existé, donc il n'y a pas eu que lui, il y en a eu d'autres. Effectivement, il a le mérite d'avoir donné du boulot. Et en fait, c'est la complexité, c'est pas lui, il l'apporte à un moment dans ce passage-là, évidemment, mais c'est pas lui. Lui, il se dit pas j'aide et tout ça, c'est sa ligne de défense en fait. Au procès, il dirait ça. Mais en fait, c'est la situation qui est complexe parce que pour le coup, j'ai dit que les personnages de producteurs ne sont pas, pour moi, ils sont d'un bloc et tout ça, ils sont vraiment inspirés de la vraie vie, donc du coup, leurs actes parlent pour eux. Par contre, la période est complexe et le personnage de Clem, pour moi, est très complexe parce que d'un côté, elle lui dit mais de toute façon, tu fais n'importe quoi, et de l'autre, elle a pas le choix. Et en même temps, elle le fait vraiment. Quand elle parle à Ben Mado au début, elle lui dit mais en fait, ferme-la. Fais des scénars, on est là pour bosser, on n'est pas là. Donc elle est plus, ça me permettait d'avoir pas juste une gentille à côté. Oh là là, je me fais avoir et tout. Non, ça l'a créé plus. Oui, monsieur. Et Tavernier, quand il a fait son interview de Philippe, il l'a confondu ou Non, justement, c'est ça qui est très drôle. En fait, c'est Tavernier qui lance une perche dans son bouquin et qui dit je me suis fait complètement avoir dans l'interview. Je me suis fait complètement avoir, genre vraiment. Et le gars parle, quand je dis qu'il parle du mode de vie américain, qui défend ça, il dit ça quasiment texto. Il dit quand même, moi, je défends le machin. Et donc Tavernier, dans son intro, après s'en est rendu compte, et du coup annote son interview en disant bah là en fait. Parce que Philippe Jordan lui dit par exemple j'ai adoré écrire Detective Story, ce film sur un flic fasciste, c'est génial, je suis vraiment de gauche et tout. Puis il y a une note et c'est machin qu'il a écrit quoi. Donc il a annoté son interview et il dit vraiment je me suis fait avoir comme un bleu par ça. Dans l'interview il y a vraiment ça. Et la dernière réplique de l'interview, elle m'a beaucoup inspiré parce que c'est vraiment Philippe Jordan qui dit mais mes héros dans mes scénarios, ils ne dénonceraient pas des gens blacklistés, ils ne feraient pas ça. Et c'est ça l'Amérique. Et là, tu fais, mais gars, c'est quand même un peu. Enfin, c'est un petit peu. C'est pour ça que y a beaucoup de. J'ai voulu. Il y a une satire de ça, justement par la grossièreté qui est déjà dans le personnage. C'est pour ça qu'il se drape dans un drapeau américain. C'est pour ça qu'à un moment, John Crawford arrivait déguisé en Blanche-Neige. C'est pour ça que. Je ne peux même pas dire ce que fait Hervé. Non, mais voilà, il y a Samuel Goldwyn à un moment qui dit qu'il est le G dans MGM. Enfin, voilà, il y a vraiment des. Parce qu'ils étaient totalement. Hollywood, c'est un délire quand même à aujourd'hui aussi, mais il y a vraiment, ils font des films, ils travaillent avec des artistes, ils les utilisent, ils les jettent et tout. C'est d'une violence absolue et ça a fait des grands films. Et lui, il en est vraiment le symptôme. Je parle tout le temps, mais ils ont des trucs super intéressants à dire aussi. Oui. Oui, il y a un personnage aussi d'Exclus qui m'a beaucoup touché dans cette pièce que je connais dans son intégralité. Ouais, évidemment. Vous n'avez pas parlé aujourd'hui, mais je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Djibril qui va le prendre en charge. Abraham Hill. Oui, Abraham Hill. Ouais. Tu veux en parler Je pense que j'aurais dit moins que ce que toi tu sais parce que je me suis pas trop, j'ai pas trop cherché. Oui, pour alors l'instant encore, effectivement, merci. Donc c'est ma compagne, donc c'est un peu truqué. Oui, dans la pièce. En fait, dans la pièce, une des premières fois qu'il pique vraiment des choses à des gens, c'est qu'il réécrit la pièce qu'on voit au début dans le libraire. C'est une pièce de Sean Ocasek et il la plagie complètement. Vraiment, en 1947, il prend Anna Christie de Sean Ocasek et il en fait Anna Lucasta. Donc Anna Christie, ça se passe en Angleterre, bord de la mer. Anna Lucasta, ça se passe dans un milieu polonais à Chicago, parce qu'il est de Chicago. Vraiment, il fait une adaptation, quoi. Sauf qu'il dit que c'est lui, quoi. Et donc ça passe, et il y a un groupe qui s'appelle le Harlem Negro Theater, qui est un groupe de théâtre de noirs américains de Harlem, qui veut la monter. Et donc ça, je l'ai intégré dans la pièce. Et donc il y a un moment, il y a Abraham Hill, qui est donc un metteur en scène afro-américain, qui vient et qui dit je veux la monter. Il la monte, il l'adapte avec l'autorisation de Philippe Jordan. Et ça cartonne, ça fait 900 dates. Et ils perdent le contrat. Donc du coup, tout le groupe théâtre se disloque.
En fait, il les entube, il fait un film avec des blancs sur l'adaptation qu'ils ont faite, parce que oui, l'adaptation qu'ils ont faite est mieux, et du coup ils font un film, enfin c'est vraiment, il y a Sidney Poitier, l'acteur afro-américain des années 50-60, qui est un premier acteur noir à avoir gagné un Oscar, qui a eu toutes ces dates de tournée pendant des années grâce à ça, mais le Harlem Negro Theater, qui est un groupe de théâtre avant-gardiste des années 40-50, c'est complètement détruit à cause de cette histoire, parce que 900 dates, lui il perd le contrat, donc il leur donne aucun ayant droit, et il fait un chèque, et en fait les gens se disputent sur le reste d'argent qui reste, et il a vraiment détruit ce groupe, quoi. Et après il a fait un remake de Blaxploitation avec des noirs américains, mais 10 ans trop tard, et le buzz était passé, ça marche pas. Mais il a vraiment détruit tout partout, en fait, ce gars-là. C'est vraiment, et ça c'est inclus dans la pièce, dans le sens où j'alterne là je vous ai montré on vous a montré des échantillons, mais il y a des fils narratifs. Il y a le fil de Ben Mado qu'on va suivre du début à la fin. On va même le revoir en interview après. On a Clem aussi, et on a donc toute une galerie de producteurs qui est jouée par Hervé, qui va revenir comme des figures qui vont à chaque fois mettre en difficulté Philippe Jordan de plus en plus. Et on va montrer beaucoup aussi de scénaristes fantômes. Mais tout ça crée un lien organique dans la pièce, avec une inspiration du film de Martin Scorsese qui s'appelle Le Loup de Wall Street. Il y a vraiment cette idée que ce sont dans le Loup de Wall Street, pardon, c'est dur à dire, c'est un film sur la finance, et ben en fait il se passe à peu près la même chose à Hollywood et tout. Il y a cette envie aussi que au bout d'un moment le fric, le fait de voler les gens, ça tourne en rond jusqu'à exploser, quoi. Il n'y a pas de morale, il y a vraiment ce truc là. Voilà. Je parle tout seul, mais Mais t'es là pour ça. oui, madame. Non, ça me fait penser il y a eu un film aussi avec Tim Burton. Oui, Big Eyes. Je sais plus comment il s'appelle. Big Eyes, oui, bien sûr. Ouais. Et qui parle effectivement aussi des scénaristes, etc. Alors tout ça est un peu romancé et tout, Ouais. mais c'est vrai que... Il est très intéressant ce film. C'est Christophe Waltz qui, sa femme est peintre et il fait des peintures avec des gros yeux. Et en fait, j'ai un souvenir, peut-être que tu t'en souviens mieux, mais il dit que c'est lui qui les a fait parce que justement c'est un homme. Et alors je l'ai pas revu pour le truc, mais c'est ce genre d'histoire d'escroquerie qui me. Ouais, c'est ça. Qui... Il y a un film des années 70 aussi, Le Prête-Nom, c'est... Oui, bien sûr. Ouais, Irving Warclay, ouais, c'est avec Woody Allen. Il y a quelques films des années 70 que j'ai vus pendant le travail. J'ai vu tous les films qu'il a soi-disant scénarisés pour récupérer aussi, inspiré, de trouver des anecdotes.